C'était il y a 10 ans. L'opération Plomb Durci marquait la première des guerres à Gaza. Les deux objectifs à l'époque, affaiblir le Hamas et l'empêcher de se réarmer. 10 ans plus tard, force est de constater qu'ils n'ont pas été atteints. On s'entretiendra dans un instant avec celui qui était dans la chaîne de commandement de l'époque, ou comment encore aujourd'hui. Difficile de trouver un équilibre entre diplomatie et stratégie militaire de la bande de Gaza au sud-Liban avec le Hezbollah. Mais avant cela, c'est le Flash Actu Défense présenté cette semaine par Océane Nicole. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Washington aurait accepté la demande israélienne émise par Benjamin Netanyahou. Le retrait des troupes américaines déployées en Syrie se fera sur 4 mois et non 30 jours comme l'avait annoncé Donald Trump. On rappelle qu'au total, près de 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie. Un retrait qui ne changera pas la stratégie de Tsahal contre les positions iraniennes en Syrie, selon le Premier ministre israélien qui a rencontré Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en marge de sa visite au Brésil. Ce dernier a rappelé le soutien de Washington à Israël. On l'écoute. La décision que le président a prise au sujet de la Syrie ne change absolument rien au fait que cette administration travaille aux côtés d'Israël. Le combat contre le groupe État islamique continue, ainsi que notre engagement pour la stabilité du Moyen-Orient et la protection d'Israël, de la même façon qu'avant cette décision. Toujours sur le front nord, l'opération Bouclier du Nord aurait permis d'éviter une guerre avec le mouvement chiite, selon un responsable politique, ce qui n'empêche pas le secrétaire général du djihad islamique d'affirmer « la prochaine guerre se fera sur les deux fronts et en même temps le front nord avec le Hezbollah et le sud avec la bande de Gaza ». Et pour terminer, 3 mineurs juifs ont été arrêtés en Cisjordanie dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Les détails n'ont pas encore été révélés et l'identité des suspects n'a elle aussi pas encore été autorisé à la publication. Voilà pour le journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Erez Wiener, merci d'être avec nous. Vous êtes un brigadier général de réserve de l'armée israélienne. Vous avez également été l'adjoint de Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major pendant l'opération Plomb Durci. Alors première question, comment le dire autrement? Vous aviez deux objectifs, affaiblir le Hamas et empêcher le Hamas de se militariser. Force est de constater qu'aucun de ces deux objectifs n'ont été atteints il y a 10 ans. L'histoire de l'opération Plomb Durci est une histoire complexe. C'est une guerre à laquelle Tsahal s'est longuement préparé, mais dont l'échelon politique ne voulait pas. Elle a fini par éclater après que le niveau de violence et de tirs de roquettes se soit accru. L'armée a donc dû apporter une réponse en pleine période électorale, comme c'est le cas aujourd'hui. Je me souviens de ce conseil qu'avait donné à son successeur le chef d'état-major de l'époque, le général Gabi Ashkenazi. Il n'est pas bon de mener une guerre en pleine élection. C'est une affaire complexe. L'armée s'était fixé certains objectifs alors que les politiques en avaient d'autres. Mais qui vous a empêché d'avancer? Qui vous a empêché d'aller jusqu'au bout? Pas empêché, non, mais il y a eu un conflit d'intérêts, je m'explique. Ehud Olmert est alors Premier ministre. La cicatrice de la Seconde Guerre du Liban n'est pas encore refermée. Il estime alors que l'opération Plomb Durci va rendre à Israël sa force de dissuasion en frappant très fort à Gaza. À ses côtés, il y a Ehud Barak, alors ministre de la Défense, qui lorgne vers son électorat arabe. Il estime, lui, que plus l'opération se poursuit à Gaza, plus il perd des voix. Et il tente de conclure, dès la première semaine, un marché avec l'ancien chef de la diplomatie française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dos du chef d'état-major et du Premier ministre. Les renseignements découvrent la tentative secrète et cela provoque évidemment une grande crise au sein du gouvernement pendant la guerre. Il y a aussi la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui se présente, elle aussi, aux élections suite à la démission d'Ehud Olmert. Elle veut démontrer qu'elle est capable de conclure un accord grâce à une politique différente. Elle était sous le feu des critiques autour de la résolution 1701. Il y a aussi un certain chef de l'opposition qui s'appelle Benjamin Netanyahou et qui appelle à démanteler le Hamas. Mais vous vous asseyez à un moment tous les soirs avec Gabi Ashkenazi au moment de cette opération avec le chef d'état-major. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Absolument. Le chef d'état-major avait deux grands objectifs.
Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, le sentiment que l'armée était sortie diminuée de la seconde guerre du Liban, qu'elle n'était pas prête. Quand Gabi est entré en fonction, l'armée n'a cessé de s'entraîner pour améliorer son niveau de préparation et être prêt à toute mission que lui imposerait l'échelon politique. Le second objectif, c'était que Tsahal ne s'enlise pas dans une aventure dont l'objectif n'aurait pas été clairement défini au préalable. C'est pourquoi le chef d'état-major participait à toutes les réunions du cabinet, à tous les stades qui ont précédé l'opération, pour s'assurer que les objectifs soient clairement définis. Vous voulez envahir Rafia? Qu'à cela ne tienne. Tsahal est capable de le faire et de conquérir même toute la bande de Gaza. Mais lorsque vous déployez une force militaire, la question n'est pas seulement une question de moyens, mais aussi une question d'objectif. Quel objectif souhaitez-vous atteindre? Si vous souhaitez affaiblir le Hamas, il existe plusieurs moyens de le faire. Mais est-ce que vous avez conscience, justement, que le Hamas mène toujours la danse et impose les règles du jeu tant dans la bande de Gaza que dans les territoires, toujours aujourd'hui? Tout d'abord, en Judée-Samarie, Cisjordanie, le Hamas est beaucoup moins menaçant, même si évidemment il faut traiter cette menace. Mais nous disons que même en tenant compte des derniers incidents sécuritaires de ces dernières semaines, il s'agit de cellules terroristes que Tsahal finira par arrêter ou par tuer. Si la situation du Hamas dans ce secteur est moins inquiétante, ce n'est pas par la force du Saint-Esprit ou grâce à l'action de Mahmoud Abbas, mais grâce à l'armée israélienne et à nos renseignements qui déjouent les attentats sur le terrain. Le problème dans la bande de Gaza, et il faut que vos téléspectateurs le comprennent bien, n'est pas né en 2008. Le problème de Gaza prend racine avec les accords d'Oslo, qui permettent à nos ennemis de faire de Gaza un sanctuaire terroriste. En 2002, quand l'armée israélienne lance l'opération Rempart en Cisjordanie, une action similaire est prévue dans la bande de Gaza, mais elle est freinée au dernier moment sur décision du chef d'état-major de l'époque, Shaoul Mofaz, du ministre de la Défense Ben Eliezer et du Premier ministre Ariel Sharon. En 2005, Tsahal se désengage de la bande de Gaza et pire, elle évacue l'axe Philadelphie alors qu'il était prévu qu'elle y reste. Mais pour échapper à d'éventuelles critiques internationales sur un retrait partiel, pour qu'Israël puisse se dédouaner en cas de problème, on voit bien aujourd'hui, comble de l'ironie, à quel point ce pari s'est avéré erroné. On a permis ainsi au Hamas de grandir, de se développer et de passer d'une simple organisation terroriste qui fabrique des roquettes dans son arrière-cour à un quasi-État terroriste capable de concevoir des missiles capables d'atteindre la ville de Haïfa. C'est donc un problème qu'Israël a fabriqué de ses propres mains. Plomb durci n'était pas une solution au problème, mais un cachet d'aspirine qui cache mal le vrai diagnostic, à savoir la présence d'un régime du Hamas qui essaye sans cesse de s'armer, et dès lors le problème devient plus complexe. Mais est-ce que vous avez du coup un conseil à donner à Aviv Kochavi, le prochain chef d'état-major? Le problème n'est pas celui d'Aviv Kochavi. La sécurité nationale, ce n'est pas que l'armée, mais une somme de facteurs comme l'armée, l'économie et l'éducation. Le rôle d'Aviv Kochavi est de préparer l'armée à un éventuel ordre de guerre donné par l'échelon politique, tout comme le fait d'ailleurs remarquablement Gadi Eisenkot. Occuper la bande de Gaza, occuper le Liban s'il le faut ou toute autre mission militaire. Dans l'équation, il y a cette question. Qu'est-ce que la guerre? La guerre, c'est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Le problème de l'armée dans la bande de Gaza, c'est l'absence de stratégie politique. Mais ce n'est pas le cas. Vous parliez de l'influence des politiques. Or, on le voit bien, 56, la crise de Suez, 67, la guerre des 6 jours, 73, la guerre du Kippour. À chaque fois, Tsahal prend les devants. Or, on a l'impression quand même que ces dernières guerres, ces dernières opérations ont été menées en grande partie par les politiques et non pas par les militaires. C'est une question presque philosophique. J'ai fait un doctorat qui porte sur les relations entre échelons politiques et militaires autour de Moshe Dayan en tant que ministre de la Défense et chef d'état-major pendant la campagne de Suez et en 67. Au bout du compte, la question est toujours la même. Quelle est la stratégie de l'État d'Israël? Par le passé, la stratégie israélienne était très claire, tout du moins concernant certains pays arabes. Aujourd'hui, nos ennemis ne sont plus les États, mais des organisations terroristes. Dès lors, la dissuasion est différente. Vous ne pouvez pas menacer la capitale, le régime d'un pays, mais vous agissez contre une organisation terroriste qui se mêle à une population civile, et vous ne voulez pas forcément réoccuper la bande de Gaza et gérer le quotidien d'1,5 million de Gazaouis. C'est une situation problématique, mais prenons l'exemple inverse pour voir ce qu'il se passe quand vous avez une stratégie. En Syrie et au Liban, l'armée a défini une stratégie qui a été approuvée par l'échelon politique. Le Premier ministre et le chef d'état-major l'ont dit à plusieurs reprises. Israël ne tolérera pas une installation durable de l'Iran en Syrie, pas plus que le transfert au Liban d'armes sophistiquées.
Et vous voyez bien que chaque semaine quasiment, Tsahal opère, attaque. Certaines actions restent d'ailleurs inconnues du grand public. Et en dépit des efforts incommensurables de l'Iran, Israël parvient à des résultats plus que satisfaisants, même si la victoire n'est jamais absolue. Les Iraniens ne sont pas à la frontière, ni sur le plateau du Golan. Les armes sophistiquées ne sont pas parvenues au Hezbollah, même s'il ne manque pas d'armes. Là où il y a une stratégie, il y a des résultats. En revanche, dans la bande de Gaza, la seule stratégie que nous avons, c'est de préserver l'accalmie. Ce n'est pas une stratégie. Avant l'opération Bordure Protectrice, quand la tension commençait à monter, j'étais alors en période de réserve. On se demandait ce qu'il fallait faire. Il y avait déjà une crise autour des salaires non payés des fonctionnaires du Hamas. Et le Qatar avait déjà fait une proposition. J'ai proposé que les salaires soient payés. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais un traître. J'ai répondu, ce n'est pas ma recommandation. Mais si vous me posez la question sur ce qu'il est possible de faire, eh bien voilà ce qu'il faut faire. La preuve, c'est que cette solution fonctionne depuis 2 mois. Concernant Benjamin Netanyahou, ministre de la Défense, ça vous inquiète ? En tant que citoyen, bien sûr que ça m'inquiète. Selon moi, le futur ministre de la Défense doit être issu de la société civile. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié la question. Un ministre de la Défense issu de la société civile est plus à même d'apporter une réflexion originale, en dehors des sentiers battus. Il est le plus à même de prendre des décisions qui ne s'alignent pas forcément sur l'échelon militaire. Par exemple, Moshe Arens avait décidé, contre l'avis de l'armée, de créer ce qui est devenu le corps de l'armée de terre, ou encore la création du parapluie antimissile, ou arrêter la conception de l'action de chasse Lavi, made in Israël. Amir Peretz, à qui l'on doit le dôme de fer, malgré les critiques, a su poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions en tant que ministre de la Défense. Je souhaite donc beaucoup de réussite aux civils qui prendront ces fonctions prochainement. Merci Erez Wiener d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes brigadier général de réserve de l'armée israélienne, ancien adjoint de Gabi Ashkenazi, chef d'état-major de l'armée israélienne. Merci d'avoir été avec nous dans Défense. Et l'un des défis du prochain Premier ministre et ministre de la Défense, le Front Nord, les forces de sécurité n'ont jamais été autant sur le pied de guerre. Regardez. Être prêt dans toutes les situations, dans tous les climats, dans tous les terrains. Voici l'objectif que s'est fixé l'unité d'ingénierie militaire du corps des blindés. De notre point de vue, c'est très bien que les conditions météorologiques soient difficiles. Nous voulons nous lancer des défis dans des situations complexes et surtout voir comment on peut faire opérer en même temps les forces d'infanterie, de blindés et d'ingénierie. Ici, en plein entraînement sur les hauteurs du plateau du Golan. Scénario privilégié, un embrasement sur le front nord contre le Hezbollah. La spécialité de ces hommes et de ces machines, ce n'est pas forcément la puissance de feu, mais également la capacité de franchir des zones topographiques complexes. Nous pensons que le Hezbollah ne parviendra pas à pénétrer dans des chemins montagneux et étroits. Notre mission sera d'arriver les premiers, franchir l'obstacle et anticiper ce qui peut se passer. Reste à savoir quel peut être leur avantage face à un ennemi, le Hezbollah, qui ne s'entraîne pas, mais participe activement au combat en Syrie et en Irak depuis plusieurs années. Ce n'est pas une question d'expérience pour cet officier, mais davantage d'être le bouclier de tout un pays. C'est au-delà du tank, au-delà des technologies, c'est la compréhension qu'il faut défendre ses frontières, qu'il faut défendre le front nord, quelle que soit la menace. Cela fait presque 4 mois que nous nous entraînons et nous n'avons qu'un seul objectif, vaincre l'ennemi, et en particulier celui qui se trouve au Liban. Des entraînements harassants, dans la boue, car la frontière nord n'a jamais été aussi tendue. Et le rôle de ce corps d'armée, c'est d'être les premiers à entrer en terrain ennemi, les derniers à en sortir. Notre expertise, c'est de savoir ouvrir le chemin à toutes les forces, quel que soit le chemin souhaité en temps de guerre, et les guider au mieux sur le terrain. Les premiers visés surtout. Nombre d'entre eux ont été mortellement touchés au cours de l'opération Bordure Protectrice à Gaza en 2014. On reste sur le front nord avec vous, Jacques Neria, colonel de réserve de l'armée israélienne, dans les renseignements militaires israéliens. D'ailleurs, l'ex-chef des renseignements, Aviv Kochavi, on l'a appris hier, aurait proposé à l'échelon politique d'éliminer tout simplement Bachar al-Assad. Vous y croyez ou pas ?
Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'il y a des suggestions pareilles qui viennent de la part des renseignements. Les renseignements militaires, tout simplement, se basent d'abord sur une capacité. Donc, s'ils sont capables de le faire, ils vont proposer. Donc, naturellement, Bachar Assad est un ennemi, certainement un ennemi qui n'aime pas tellement Israël et qui a tout fait, sans doute, par l'intermédiaire de Hezbollah et par l'intermédiaire de ses alliés iraniens, de nous rendre la vie difficile. Donc, en principe, ça le met dans le rang de personnes, de cibles possibles et potentielles. Ça ne veut pas dire automatiquement que la cible a été approuvée. Il y a tout un processus. Donc, les renseignements vérifient d'abord leur capacité. Ils sont capables de faire oui ou non de cette mission-là. Ensuite, elle est proposée. La mission est proposée au chef d'état-major de l'armée, qui l'approuve ou la désapprouve, ou qui demande des changements. Et puis ensuite, c'est le processus des accords politiques. Il faut présenter ça au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense va présenter ça au Premier ministre. Et si le Premier ministre et le ministre de la Défense, c'est la même personne, donc c'est une économie d'une personne. Ça veut dire concrètement que si Aviv Kochavi, puisqu'il va être chef d'état-major dans quelques jours de cela, et comme on est face à un scénario où Benyamin Netanyahou est aussi un ministre de la Défense. Mais ça date de l'époque où il était chef des renseignements. Est-ce qu'il peut repartir au même scénario? Maintenant qu'il est chef d'état-major, il attendra que le chef des renseignements lui propose. Donc, écoutez, dans le passé, on a bien vu, il y a eu des entraînements qui ont été faits par la célèbre unité spéciale de l'armée en utilisant des missiles qui ont naturellement foiré, entre parenthèses, et qui ont tué l'équipe qui était sur place. Donc, ils ont tiré sur la mauvaise cible, alors que la cible devait être Saddam Hussein. Et de l'autre côté, on a vu toutes les éliminations ciblées du côté du Hamas. Donc, ce n'est pas la première fois. Et je vous rappelle naturellement aussi Abu Djihad, je vous rappelle naturellement les Abbas Moussaoui au Liban en 92 et naturellement ce qui est attribué à Israël avec Mournier en février 2008. Donc, ce n'est pas la première fois que des choses pareilles se passent. À partir du moment où ces personnes deviennent un danger pour Israël, Israël naturellement les prend en considération comme des cibles potentielles. Très rapidement, Jacques, sur la question de la préparation, c'est presque du jamais vu, et j'étais sur le terrain avec ces équipes de blindés, c'est presque du jamais vu, on n'a jamais vu autant de préparation maximale face au Hezbollah. Écoutez, tout d'abord, l'armée a pris toutes ces précautions parce qu'on ne savait pas comment est-ce que le Hezbollah allait réagir. Rappelez-vous, le Hezbollah a rapatrié la majeure partie de ses forces de Syrie. Il a laissé un contingent de 2000 combattants. Donc de 10 000, ils ont réduit à 2000. Donc ils ont 8000 combattants sur place, ce qui naturellement rend, je dirais, l'armée israélienne un peu nerveuse. Donc, en considérant aussi le fait que l'équation de force entre nous et le Hezbollah nous menace et nous contre-menaçant, naturellement, l'armée a pris toutes ses dispositions pour parer à toute éventualité. Merci, Jacques Neria, colonel de réserve de l'armée israélienne, principalement dans les renseignements militaires israéliens, justement. Allez, on quitte le Nord et regardez, ça vous intéresse, Jacques Neria, pour parler d'un héros pas comme les autres, son nom, Rambo. Ce n'est pas de Sylvester Stallone dont je parle, mais bien d'un chien de l'unité d'élite de la police, le Yamam, grièvement blessé au cours d'une opération antiterroriste. On en parle juste après. Tu te sens bien chez le président? Tous les meilleurs soldats sont reçus chez le président et toi, tu en fais partie. Le chien en question, c'est Rambo, un chien d'élite qui sert dans les rangs d'une unité d'élite de la police israélienne, le Yamam, l'équivalent du RAID en France. Et si Rambo a été reçu par le président, c'est parce qu'il a été grièvement blessé lors du RAID qui avait éliminé le terroriste de Barkhane. Au cours de cet incident, Rambo détecte le terroriste qui parvient à lui tirer une balle dans le cou, mais réussit à signaler aux hommes où le terroriste se cache dans la maison. Rambo a ainsi réussi à sauver des vies. Et pendant que Rambo se repose, ses frères d'armes, eux, sont sur le pied de guerre. La police des frontières nous a ouvert exceptionnellement les portes de son unité canine. À notre entrée dans le chenil, accompagné du commandant de l'unité, les chiens sont assez accueillants.
Ces chiens ont déjà arrêté de nombreux terroristes, y compris ceux qui avaient encore leur couteau dans la main à la porte de Damas. Mais pas seulement, des jeteurs de pierres et cocktails Molotov. Ces chiens n'ont pas peur des tirs, des grenades, des manifestations très violentes. Ils sont prêts à tout pour leur maître et à se lancer contre les terroristes armés de couteaux, d'armes à feu, d'explosifs, quitte à ne pas revenir vivants. On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais dans ce cas précis, le chien est surtout le meilleur protecteur de ses policiers, quitte à se donner en sacrifice dans des situations particulièrement complexes. On va le vivre. Nous avons équipé l'animal d'une GoPro. Ces images sont assez impressionnantes. L'intervention a lieu en quelques secondes. D'autres exemples devant nos yeux. L'animal est très respectueux des ordres reçus par son maître. Une vraie équipe qui prend tout son sens dans des moments tendus. Ici, un contrôle de routine qui tourne mal. Le chien n'agira que lorsqu'il comprend que le policier est en danger. Dans tous les cas de figure, y compris lorsqu'une arme est pointée sur lui, difficile alors de forcer l'animal à lâcher prise. Ce chien-là ne me protège pas. Il est censé trouver des armes, des explosifs et de la drogue. C'est son rôle. Les autres chiens sont destinés aux arrestations de terroristes. Chaque chien se voit attribuer une position en fonction de ce qui lui correspond. Zora est aussi capable en quelques secondes à peine de trouver le chargeur qui avait été dissimulé sous la roue de cette voiture. Et même se contorsionner lorsque les armes se trouvent dans le carburateur. Le Yamam est la seule unité au monde qui élève ses chiens depuis la saillie jusqu'à la retraite de l'animal. Dès leur naissance, ils vont être traités, entraînés et être ainsi opérationnels en 18 mois. Les chiens sont placés au même titre que les combattants. Rambo a d'ailleurs été traité par un vétérinaire sur le terrain, mis sur une civière, perfusé et transféré à l'hôpital le plus proche, exactement comme un combattant. Et ce, dans toutes les situations, y compris les exercices physiques sur les tapis de course, ou comment confirmer l'adage, un corps sain dans un esprit chien. Miki Rosenfeld, bonjour, vous êtes porte-parole international de la police israélienne et je le répète encore une fois, ancien combattant du Yamam. D'abord, comment va Rambo, le chien Rambo, et est-ce qu'il a une chance de revenir sur le terrain ? Le chien Rambo se remet après avoir été touché par un terroriste et en fait il a sauvé la vie des soldats qui étaient à l'intérieur du building lorsque le terroriste est arrivé et il retournera avec l'équipe avec laquelle il travaillait au moment où il était dans ce bâtiment. Alors quand vous étiez combattant justement au Yamam, vous sortiez avec des chiens, quel est leur rôle justement sur le terrain ? Les opérations du Yamam sont très complexes, sont dangereuses. Pour arriver à identifier et à situer un terroriste où que ce soit, et quel que soit le développement des situations, les chiens font véritablement partie de l'organisation de l'équipe. Ils entrent dans les différents bâtiments, ils participent à chacune des étapes de l'opération et ils font face aux terroristes. Les premières phases de l'opération dans lesquelles ils participent est critique pour faire en sorte que les soldats qui rentreront après ne soient pas blessés. Dans les opérations de contre-terrorisme du Yamam, quand par exemple ils entrent dans des bâtiments qui sont utilisés par les terroristes en Judée-Samarie, Rambo a reçu une balle tirée par un des terroristes et a fait en sorte que justement les soldats ne soient pas blessés. Mais dire qu'ils sont des combattants en part entière, cela veut dire quoi concrètement ? Si on se réfère spécifiquement aux officiers, aller dans des zones qui sont très compliquées, très dangereuses, qu'on ne connaît pas forcément, on a préparé l'opération, on sait comment on entre, on ne sait pas forcément quelles sont les options de sortie. Il y a quelques minutes qui sont véritablement critiques et qui permettent de tirer le plus grand bénéfice des opérations.
Ils font véritablement partie de cet effort que l'on a d'améliorer la sécurité de l'État, surtout en Judée et Samarie. Quand on regarde dans les années 90, les chiens étaient déjà utilisés. Il y a plusieurs officiers qui ont été tués lors de combats à rapprocher avec des terroristes et à l'époque on n'utilisait pas encore les chiens. On se sent comment justement, Miki, si jamais le chien avec qui vous êtes sorti en opération meurt, comment on se sent en ce moment-là? Bien sûr qu'on se sent triste. C'est une des options, malheureusement, qu'il faut envisager. C'est tragique. Mais lorsque l'on est un soldat, on sait qu'on a déjà eu beaucoup d'amis et beaucoup d'officiers qui ont été blessés. C'est quelque chose qui arrive. C'est une option. C'est le prix que nous devons payer et malheureusement, nous le payons lorsque ces chiens sont blessés. Dans cette opération spécifiquement, Rambo a été blessé mais n'a pas été tué. Quel est le degré de coopération? Est-ce que d'abord c'est une spécificité israélienne? Et quel est le degré de coopération avec d'autres unités? Je pense au RAID par exemple en France. Nos unités s'entraînent aussi avec d'autres unités dans le monde pour essayer de comprendre les stratégies, les techniques qui doivent être utilisées sur le terrain, aussi bien dans le contre-terrorisme que lorsque l'on traite d'opérations internes, par exemple, de criminalité, comme entrer dans des villages pour rechercher de la drogue, rechercher des armes. Ces unités travaillent véritablement une coopération de haut niveau avec les différentes unités et nous développons les opérations en Israël autant que c'est nécessaire. Merci encore une fois, Miki Rosenfeld, porte-parole de la police internationale, de la police israélienne, pour toujours nous apporter cette expertise qu'on ne voit pas forcément justement au cours de ces opérations. Merci d'avoir été avec nous dans Défense. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez voir tout au long de la semaine nos différents replays. L'information continue sur i24 News.